Merci. Bon, il est un peu trop gentil, mais enfin, profitons-en. C'est pas tous les jours qu'on a des louanges comme ça. Bon, moi, depuis le début de la pandémie, je suis sociologue. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et depuis le début de la pandémie, j'ai essayé d'analyser les changements dans la société, de les raconter. J'ai été tous les jours à France Info le matin. C'était pénible parce que je recevais le sujet à 7 heures, il fallait intervenir à 8 heures. Mais c'était fait exprès, c'est-à-dire c'était pour essayer de répondre à chaud aux interrogations telles qu'elles pouvaient avoir, telles qu'elles pouvaient se lever, etc., y compris pour sécuriser, parce qu'il y avait une panique, il y avait des angoisses, et puis essayer de comprendre, de conseiller aussi. Je rencontre, c'est pour ça que je suis venu ici avec plaisir, c'est vrai que vous m'avez un peu compliqué la vie, mais vous me faites beaucoup d'honneur à m'inviter, compte tenu effectivement de ce que vous avez fait. Ma réflexion de base, c'est de dire au fond, il y a 5 milliards d'hommes qui ont à peu près le même comportement, et c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que pour moi, c'est une immense rupture culturelle, une rupture des mentalités. Quand vous avez 5 milliards d'hommes qui s'imitent, qui s'enferment, qui se regardent les uns les autres, qui s'écoutent, qui se copient, qui font circuler les infos, avec quelques petits bidouillages à la marge, mais bon, je pense qu'on en parlera encore dans plusieurs siècles. Il n'y avait jamais eu de pandémie instantanée. Il y a eu des pandémies mondiales, vous savez mieux que moi. Mais relisez journaux, etc., bien sûr. Sauf que là, en 2 mois, il y a eu des malades 3 mois partout. C'est-à-dire que l'humanité fait un commun, puisque la maladie est passée d'un homme à un homme, donc d'un corps à un corps. On a vu la mondialisation des hommes à l'œuvre. On a retiré 1 milliard d'enfants des écoles. On va sans doute perdre 10 à 20 millions de jeunes filles dans les pays du Sud qui n'y retourneront jamais. Donc les femmes vont reculer beaucoup, les pays pauvres se sont appauvris. Et je pense que c'est une rupture de l'histoire de l'humanité gigantesque. Et moi, c'est ça, au fond, qui m'intéresse, c'est de dire c'est une rupture, et en même temps, nous avons augmenté nos chances par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que c'est une tragédie, évidemment, c'est pas à vous que je vais le dire, mais créatrice. Toutes les tragédies sont créatrices, comme les guerres sont créatrices. On ne va pas faire des guerres pour avoir de la création, bien entendu. Mais c'est une tragédie créatrice parce qu'il y a un commun, parce qu'on s'est mis effectivement à se regarder les uns les autres, ce que je viens de dire, parce que la science a fait des pas de géant, parce que la science est redevenue légitime. Je vous rappelle qu'avant, on disait progrès, il y a 3-4 ans, c'est un progrès. C'est quoi un progrès? C'est pas très net. Là, bon, il y a quelques antivax, mais enfin, en gros, on est en train de sauver des foules immenses avec ces vaccins. Donc, si vous voulez, ça remet les choses au centre. Et puis, une chose qu'il faut dire, c'est que nous avons tous profondément changé. Je pense, si vous voulez, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont été touchés directement, dans leur métier, dans leur famille, dans leurs affections, dans leurs peurs, mais aussi parce qu'on est un peu comme si on avait eu une grande maladie collective. C'est un peu comme si vous avez un cancer et qu'au fond, vous en sortez. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Quel sens ça a ce que je faisais avant? Est-ce que vraiment c'était intéressant? Est-ce que ça valait le coup de se battre pour avoir de l'argent, pour avoir... Churchill, que j'aime beaucoup, disait, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Au fond, c'est ça ma réflexion et c'est ça que j'essaie d'éclairer. Alors, si vous voulez, on peut vous donner des chiffres comme ça. Par exemple, il y a 1 million de couples en France qui sont en train de se séparer. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont en train de déménager. À peu près autant qui ont quitté leur emploi. En Chine, on a les mêmes choses. À Wuhan, on a 10% de couples qui ont explosé. 10% des femmes ont été frappées. On peut le dire comme ça, en France, pas en Chine. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments. Il y a un chiffre qui est amusant, mais c'est plutôt pour vous amuser, c'est que les gens qui ont une conscience d'être très beaux ont 30% d'envie de se séparer, et ceux qui se trouvent un peu trop gros, que 8%. Donc chacun a aussi une certaine conscience du marché, si on peut dire les choses comme ça. Mais ce que je dis là vaut pour les entreprises. Vous voyez, l'autre jour, j'ai déjeuné avec le PDG d'Engie, il me dit, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai des meilleurs cadres qui s'en vont. Ils partent à la campagne, ils vont acheter des chèvres. Moi, j'ai fait quoi? J'ai des cadres, ça fait 20 ans que je les forme, je les surpaye, ils partent. Vous allez partout, il y a comme ça des gens qui se déplacent. Et au fond, ce que je veux essayer d'éclairer, c'est que c'est un immense changement. Alors, il y a ceux qui changent. Disons, il y a 10% des gens qui disent qu'ils vont changer de leur chemin de vie, beaucoup se séparer, beaucoup déménager, beaucoup changer de boulot. Mais il faut toujours se dire, ça veut dire que c'est la culture qui se déplace. Ça veut dire que les grandes métropoles, 82% des Parisiens rêvent de quitter Paris. Ils ne le font pas tous, bien sûr. Pendant la pandémie, il y en a 25% qui ont quitté la ville, mais pas pour toujours. Non. Donc, ils ont envie de partir et partiront sans doute pas. Mais ça veut dire que le désir, vous voyez, avant la pandémie, vous aviez les gilets jaunes. J'avais beaucoup travaillé sur les gilets jaunes. C'était qui, les gilets jaunes? C'était, j'allais dire, moi, des prolos réussis au président de la République. C'est-à-dire, au fond, c'était des gens du peuple qui étaient montés par le salariat féminin, notamment. Ils avaient acheté une maison en banlieue. En France, il y a 26 millions de maisons dans les lotissements
16 millions de maisons d'investissement par an pour 12 millions d'appartements. La majorité, 63% des Français habitent dans des maisons avec jardin, il faut faire très attention. Et au fond, ces gens-là qui avaient réussi une vie de prolétaire, de propriétaire, ce qui était souvent jamais arrivé, d'un coup on leur a dit, mais vous êtes nuls les mecs, il faut être en vélo, il faut être dans la ville, votre modèle de diesel puant, et puis votre maison pas isolée, ça vaut plus rien. C'était la révolte des Gilets jaunes. Et puis, il y a un tout, pendant la pandémie, mais au fond, qui c'est qui était bien? Qui c'est qui avait un petit jardin? Qui c'est qui n'était pas serré dans son petit appartement? C'est pas les mêmes. Où est-ce qu'il est, le modèle valorisé pendant la pandémie? C'est le jardin? C'est la maison de campagne? Vous voyez comme les... Et je dirais que plus que les gens qui sont en train de changer physiquement, c'est la culture qui éclaire pas le même endroit. Les villes de province gagnent énormément en valorisation, les petites villes, parce que les gens qui déménagent, ils arrivent, alors ça crée des concurrences éventuellement foncières, tout ça, mais surtout ils disent ce lieu est désirable, ce lieu est attractif. Donc du coup, ce lieu qui se sentait un peu minable face à la grande métropole se sent positif. C'est, si vous voulez, ces changements-là, je crois qu'il faut avoir en mémoire. Alors, moi, je vais vous dire quelques éléments qui me semblent où nos mentalités ont profondément changé. D'abord, avant la pandémie, il y avait un affrontement entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. En gros, entre les nationalistes et les gens qui disaient que le marché est la solution à tout. Et les chaînes de valeur s'étaient mis à tout organiser sur la planète, on l'a bien vu sur les masques. En gros, si c'est moins cher, on prend. C'était la politique de Reagan et Thatcher. Ça a été mis en place pour casser le communisme en Europe. Ça a très bien marché d'un point de vue politique, mais on ne s'était pas arrêté. Et là, on a découvert le lien entre coopération et frontières. Coopération et frontières, c'est un couple qu'on va retrouver partout. C'est celui du masque, c'est celui des kilomètres, c'est celui des frontières nationales qu'on referme à moitié. Et en même temps, on coopère et on devra coopérer. Même la Chine et les Américains, ils peuvent s'affronter tant qu'ils veulent. Mais la lutte contre le changement climatique, elle est en commun. Or, c'est la bataille principale. Il est évident. Donc, vous voyez, on est sur une nouvelle époque culturelle et politique, coopération et frontières. Deuxième chose, l'art de vivre a dominé sur l'art de produire. On s'est quand même arrêté pour sauver, j'allais dire, excusez-moi, les plus improductifs, les plus âgés, les plus lourds, les malades. Et d'un coup, on a arrêté les sociétés, on a arrêté nos vies pour cela. C'est un acte d'un humanisme extraordinaire. Moi, jamais dans l'histoire de l'homme, l'humanité ne s'est arrêtée pour sauver les plus fragiles d'entre eux. Jamais. C'est plutôt l'inverse. On a sans doute sauvé, je ne sais pas, je vous ai dit 100 à 200 millions de vies. Je rappelle qu'Hitler en a pris 50 millions, Staline 50 millions. Pour avoir des chiffres de grandeur, des grandes catastrophes, ben là, on en a sauvé plus que ces deux grands phénomènes totalitaires. Donc, il faut être dans ça. Il faut aussi dire ça. Ce n'est pas pour effacer les souffrances, les victimes, etc. C'est pour éclairer. Et puis se dire aussi qu'au fond, quels régimes ont été efficaces? Il y a deux modèles, les démocraties et le totalitarisme chinois ont eu d'assez bons résultats. Les populistes ont été tous lamentables, tous. Et d'ailleurs, politiquement, ils perdent. Ils viennent encore de perdre le Maroc, ils se sont effondrés en Tunisie, aux États-Unis, etc. Pourquoi? Parce que le populisme est un manque d'amour des hommes. D'abord des femmes, en général, il y a un mépris profond. Mais donc là, on voit aussi une redistribution du politique qu'on va trouver certainement bientôt, y compris chez nous. Ça ne veut pas dire que le populisme a disparu, bien sûr, mais il est moins fort, moins efficace qu'effectivement le système chinois et le système démocratique qui, du coup, se trouvent dans un affrontement frontal, on le voit tout de suite au niveau international. Mais le plus important, c'est, je crois qu'on a tous compris que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'essentiel pour le monde de demain. Vous connaissez la phrase de Descartes. Descartes disait « l'homme est comme maître et possesseur de la nature », pour être tout à fait exact. Je crois qu'on s'est tous rendu compte que d'une chauve-souris, sans doute, un être humain peut circuler, alors je ne suis pas sûr, mais enfin c'est une hypothèse qui pour l'instant tient la route, peut circuler l'idée qu'on peut en mourir, et en mourir par millions. Et que peut-être c'est parce qu'on a trop concentré les hommes et les chauves-souris, etc., etc. Et au fond, c'est une espèce de lanceur d'alerte, ce virus, pour moi. C'est-à-dire, c'est un lanceur d'alerte par rapport au réchauffement climatique. Le drame majeur, si on peut se permettre de dire des choses comme ça, c'est le réchauffement climatique. 59% des jeunes pensent que l'humanité va disparaître. 59%. Donc on est dans une situation où, effectivement, il y a un sentiment de peur panique d'un monde qui pourrait disparaître, et que c'est évidemment, au fond, cette pandémie nous a éclairé sur le fait que, un, on peut tous travailler ensemble, et deux, on peut changer brutalement nos comportements. Alors quand on triait nos poubelles, croire vraiment que ça allait empêcher la banquise de fondre, on le faisait, c'est pas ça. Éventuellement, on a changé son diesel quand une voiture à essence, mais est-ce que vraiment ça va être efficace? Et là, on se rend compte qu'on peut se mettre tous ensemble sur un projet commun. C'est la première fois dans l'histoire de l'homme. Or, ça arrive au moment où la lutte contre le réchauffement climatique devient la question absolument centrale. Alors après, on a appris deux ou trois autres choses importantes. La première, c'est que pour aller voir quelqu'un, on n'est plus obligé de dépenser de l'essence. On peut le faire par le numérique. C'est un changement essentiel. L'essence était devenue le lien entre les hommes depuis la guerre de 40. Avant la guerre de 40, la plupart des gens allaient à pied ou à bicyclette. Et donc,
L'essence était devenue le lien humain. Vous allez voir quelqu'un, là, non, d'abord le numérique. On fait un zoom, on se déplace, y compris dans les familles, y compris dans les entreprises, évidemment, avec le télétravail. 40% des salariés ont été en télétravail, particulièrement, évidemment, dans les grandes métropoles, où on est face à des cadres particulièrement formés, mais pas uniquement. Et donc, cette idée que le véhicule numérique domine le véhicule à moteur, je pense que c'est toute une réflexion parce que ça bouleverse les rapports à l'espace. La nouvelle chose que je dirais, c'est qu'on a aussi vu une société qui n'était pas celle qu'on avait l'habitude de voir. On a vu 3 groupes sociaux et pas les mêmes que d'habitude. On a vu les gens du care et du service, des supermarchés, les caissières, les infirmières, tous les gens du soin. Ça fait un groupe qui a travaillé tout le temps. Avant, on n'aurait pas dit que c'était un groupe social. À côté, on a vu un autre groupe, les usines, les paysans. Au fond, ils sortent gagnants de la crise. Parce qu'on a dit, attendez, il faut remettre un peu des frontières, on va revoir une politique industrielle, on va peut-être pas signer les accords avec l'Argentine. On se rend compte que faire venir des vaches de l'autre bout de la planète, c'est pas forcément astucieux. On modifie, ils se sortent gagnants. Et puis un troisième groupe, c'est effectivement les gens du télétravail qui sont en train de négocier. Est-ce qu'on peut garder 2 jours? Est-ce qu'on peut gagner 3 jours? C'est eux beaucoup qui déménagent parce qu'ils calculent. Il y a des grands projets à la Défense, par exemple. Comment on peut avoir des systèmes d'hébergement où les gens viennent 3 jours par semaine et puis ils s'en vont, ils laissent toutes leurs affaires, on range tout et puis on loue à quelqu'un d'autre pendant le week-end et quand ils reviennent, ils trouvent leurs affaires, leurs chemises repassées, etc. Souvent, c'est mode. Au fond, l'idée que la grande métropole devient un lieu secondaire et que ce qu'on appelle une résidence secondaire devient un lieu premier. Et dans les 700 000 résidences secondaires qu'on a achetées l'année dernière, déclarées en résidence secondaire, plein de gens d'ailleurs ne savent pas si elle sera primaire et secondaire. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont être entre la ville et pas la ville. Prenez Paris. Paris, 2 millions d'habitants, 700 000 salariés qui habitent dans Paris, 1 million de salariés qui rentrent tous les jours et 2 600 000 qui rentrent en plus. La ville, pour l'instant, est gouvernée par ceux qui y dorment. Moi, je pense qu'elle devrait être gouvernée par ceux qui y travaillent. Ça serait une ville complètement différente. Je ne parle pas des bouchons et des embouteillages. Donc, on voit bien que ça ne serait pas le même modèle urbain, vous voyez, sur ces sujets-là. Tout ça est devant nous, tout ça va changer les sociétés. Avec l'idée que le monde de demain s'organise sur 2 moteurs. Le moteur des métropoles. C'est quoi les métropoles? Les métropoles, c'est là où la densité numérique croise les cerveaux des savants, des artistes, des scientifiques, des politiques, des industriels. Là, il y a une connexion. Il y en a 200 sur la planète. Et nous, on a avec Paris, l'Île-de-France, la grande métropole européenne qui est à peu près du poids de New York et qui est évidemment scientifiquement supérieure à New York. C'est là où il y a le plus de scientifiques du monde, dans une concentration humaine. Et de l'autre côté, on a les terres arables et forestières, c'est 80% du sol français, qui est la base d'une société beaucoup plus écologique de production, d'énergie, etc. Et au fond, les Français, ils habitent entre la métropole et les terres arables. C'est ça le territoire qui est en train de s'organiser, avec 2 grands motifs d'habitat. Le monde, j'allais dire gilet jaune, c'est-à-dire un monde qui se pense... Les gens vous disent, j'habite à 1 heure de la ville. Et ils vous disent, j'ai payé mon terrain de temps. Et en fait, ils ont acheté un terrain dans un lotissement par rapport à une stratégie routière pour aller travailler en ville. Et c'est pour ça que le rond-point était leur lieu politique. Et puis, les autres, ceux qu'on a vus pendant la crise, eux, ils vont dans la France des résidences secondaires. Ils vont capter de l'identité. Ils vous disent, ah, mais moi, j'ai une maison à la Tour, je vois la Loire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ils vont intégrer l'identité du territoire à leur propre identité, qui est évidemment différente. Et on voit ces 2 France qui se développent, et on voit se réorganiser une société qui est à la fois extrêmement locale, parce que le télétravail, vous télétravaillez dans des tiers-lieux, il s'en crée énormément en France, c'est des lieux où on va travailler, où il y a des artistes, etc., et qui permet de travailler avec des gens, on habite à côté, on n'est pas dans la même entreprise, le télétravail se développe énormément, et au fond, ça renforce le local. Le local et la livraison. Ce couple local-livraison, 21 millions de Français sont chez Amazon. Et si vous voulez, le télétravail, au fond, c'est de la livraison du travail à domicile. Donc on va vers une société qui s'organise très différemment, avec une valorisation identitaire du local, et puis effectivement une culture de la livraison, que ce soit des objets, du travail, de la nourriture, et toute une réflexion sur le proche, des modèles passionnants. Juste un mot sur Montsartou, qui est une de ces communes qui a déjà depuis 10 ans acheté une exploitation agricole, nourrit tous ses collèges, etc. Et donc les enfants visitent les fermes nourrissent les enfants. On voit plein de ce système-là se mettre en place. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, si vous voulez. Il ne faut pas prendre trop de temps, mais je pense, si vous voulez, que les sociétés sont profondément en train de changer. Chaque individu s'est interrogé sur lui-même. Beaucoup de couples vont se défaire, je vous ai dit. Les jeunes, 50% des moins de 30 ans sont en train de s'interroger sur la permanence de leur couple. Parce que quand on est jeune, se retrouve enfermé en tête-à-tête, un couple de jeunes, c'est un côté, c'est entré en construction. L'enfermement n'est pas forcément du tout vivable. Et puis, on a appris, je crois, des choses importantes. On a appris l'idée que le travail était plaisant, était agréable. Avant, vous auriez dit, moi j'aime travailler, on vous disait, bon, encore un suppôt du capitalisme. En France, on a une vision tellement marxiste du travail. Et là, les gens dans les bars, les restos, tout ça, quand vous allez les voir, ils sont ravis de retravailler, alors qu'ils étaient payés. Ce n'était pas une question d'argent.
Quel est le sens de l'existence si je ne travaille pas, même si je n'ai pas d'argent? Donc le travail a pris de la valeur. L'école a pris de la valeur. Parce que les enfants s'est rendu compte que ces enfants, ils ont une deuxième maison. Et que non seulement nous, les avoir à la maison, faire les courses, hyper difficile, et que les enseignants sont très utiles, on s'est rendu compte qu'on était mauvais, pour ceux qui avaient des enfants chez eux, mais aussi les enfants étaient malheureux. Et puis il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, au milieu de la pandémie. On s'est dit, mais attends, la laïcité, les valeurs qu'on transmet, c'est un enjeu majeur. Ils ont même été égorgés à nos enseignants. Donc tout ça s'est télescopé. Je pense que la question de l'école, mais la question de l'école comme lieu légitime des enfants qui n'ont peut-être pas envie d'avoir toute la journée les parents sur le dos, parce qu'avant on était dans une famille large où les enfants circulaient, il y avait les grands-parents, les cousins, etc. Nous on les enferme avec des parents, dans un petit 50 mètres carrés. À un moment, les enfants disent, non, mais pas tous les jours mes parents. Donc ça aussi, c'est tous ces modèles. Et puis bien sûr, vous le savez, la place qu'a pris la santé, évidemment, est centrale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait 30 ans que les Français nous disent avant chaque élection, le premier problème, c'est la santé. Mais les politiques, ce n'est pas leur premier problème. Parce qu'ils ne voyaient pas très bien, ils ne sont pas compétents, etc. Je pense que la question de la politique de santé, la question de l'accès à la santé, sont là maintenant d'évidence des questions totalement centrales. Donc tout ça bouleverse les sociétés, mais pas que chez nous, partout. Et si vous voulez, on ne sait pas où on va. On est entré dans une zone d'incertitude monumentale, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Regardez par exemple la violence dans les stades. Chaque dimanche, il y a des violences dures, mais on pourrait prendre d'autres accidents. Les gens qui roulent très vite sur les autoroutes. On a comme ça des gens qui se défoulent de partout. On a une surconsommation festive à Paris. Maintenant, en gros, tous les soirs, les taxis vous disent, moi, tous les soirs, je suis blindé, il y a des gens qui sortent tous les jours. D'une part, parce qu'évidemment, les 2/3 de la société, c'est blindé de 150 milliards d'économies. On n'a pas pu consommer. Ceux qui ne pouvaient pas consommer, de toute façon, ils n'avaient déjà pas d'argent avant. Et quelque part, ils ont été moins pauvres parce que non plus, ils n'ont pas consommé. Donc le peu qu'ils avaient, au fond, ils ont vécu avec. Bon. Et puis, donc, il y en a beaucoup qui ont de l'argent. On est dans une société comme ça, une société en tension, une société qui va demander qu'on lui construise un récit de ce qu'on a vécu, un récit de ce qu'on a appris. Et ce récit, il doit se construire pour dire maintenant, on peut mener la bataille contre le réchauffement climatique, qui est l'enjeu central, à condition de comprendre que le réchauffement climatique et la protection des plus faibles, notamment du Sud, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez lu Marguerite Yourcenar, Adrien, elle dit très bien, les sociétés se défont quand elles sont attaquées par les barbares et par la révolte des esclaves. C'est-à-dire quand à la fois l'extérieur change et l'intérieur explose. Et si vous voulez, c'est bien la question qui nous est posée. L'extérieur, c'est le réchauffement climatique. On doit pouvoir encore gagner si on sait que le réchauffement climatique, en gros, on est sûr que le climat va se déplacer de 500 km. Ça, on en est certain. Et moi, je fais par exemple de la formation d'officier de pompier. On travaille sur l'idée que les jeunes qu'on embauche à Lille, on va les former à Marseille. Et les jeunes de Marseille, on va les former à Alger. Parce que les jeunes pompiers de Lille, ils ne savent pas éteindre des incendies. Or, dans 20 ans, il y aura des incendies dans le Nord-Pas-de-Calais, pour prendre que cet exemple. Donc, prenons l'idée que le climat va se déplacer de 500 km avec en plus des sautes. Et en même temps, la deuxième question, c'est comment on lutte pour que ça s'arrête là. Mais ça, c'est certain. Donc, c'est ces deux dimensions. Il faut sécuriser les gens, le raconter. Il faut empêcher la violence de gagner. Il faut empêcher les jeunes de n'avoir plus aucun espoir, notamment les jeunes femmes qui risquent de ne plus vouloir faire d'enfants. Le taux de natalité s'est énormément effondré. Et il faut dire les choses comme elles sont. En France, si effectivement on ne prenait que les jeunes femmes qui sont là depuis 2 générations, le taux s'effondrerait encore beaucoup plus. C'est souvent les jeunes femmes dont les parents sont arrivés en France qui, pour l'instant encore, contribuent à la natalité en partie, plus que les autres. Donc vous voyez, tous ces bouleversements sont devant nous. Voilà. Donc je crois qu'il faut se dire, on vit une tragédie, mais une tragédie créatrice, et elle sera créatrice si on sait en faire un récit, si les politiques savent s'en saisir, et si au fond on se dit l'humanité a gagné sa chance de pouvoir gagner la bataille contre le climat, ça peut faire un nouveau commun qui peut rassembler les sociétés. Merci. Merci Jean. On a la place, si vous voulez, pour 1 ou 2 questions avant qu'on réenchaîne sur le scientifique. J'ai la lumière dans les yeux, je vois pas bien. Ça vous laisse pantois? Ah, c'est moins facile que de poser des questions sur le dernier essai randomisé contrôlé que vous avez lu, hein, ça change un peu. Jean, avant qu'on vous libère, juste une question simple. Comment est-ce que vous voyez à 5 ans, à 10 ans, les changements de relation entre la société et son système de santé? Comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer
dans les années qui viennent? Moi, je pense que le modèle hypercentraliste français est profondément périmé, si vous voulez exactement mon avis. Mais pas au niveau de la reconnaissance des compétences, etc., mais au niveau des systèmes d'organisation. On a alourdi cette société. Moi, je suis très favorable à la décentralisation. On a créé 1 million de fonctionnaires de plus, mais comme on a gardé autant de fonctionnaires au niveau central, on a multiplié les normes, on a multiplié les règles. Donc, si vous voulez, on est là face à un vrai problème. Mais c'est vrai pour l'école aussi. C'est pas vrai que pour la santé. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir décentralisé la responsabilité des écoles, des collèges, des lycées, sauf de l'enseignement? À un moment, c'est quand même l'enseignement qui est principal. Je suis d'accord, c'est important que les murs soient droits et qu'il y ait du savon dans les toilettes, ce qui n'était pas quand j'étais étudiant. Il paraît que maintenant, c'est généralisé. Donc, si vous voulez, bien sûr, je pense que toutes ces questions vont se reposer. Parce que qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie? On a vu que les Allemands, qui étaient très décentralisés, ont dû recentraliser un peu. On a vu que les Français, qui au début étaient très mauvais, quand ils ont commencé à s'appuyer sur les corps intermédiaires et sur les régions, sont devenus performants. C'est-à-dire que c'est le couple qui est intéressant. C'est pas, il faut pas être girondin ou jacobin. Il faut dire, là, il y a un couple intéressant. Et je pense qu'en France, tout ça va être redistribué. Ça vaut pour la santé, je pense que ça vaut pour l'éducation, ça vaut aussi pour la sécurité. On est un des très rares pays où ce n'est pas la police locale, celle qui connaît le territoire, qui s'occupe de sécurité. Ce sont des flics qu'on déplace. Dans tous les autres pays, aux États-Unis, tout ça, les États-Unis est un exemple discutable en matière de sécurité. On va enlever les États-Unis. Mais c'est effectivement des polices locales. La police nationale ne fait que les grands délits ou ceux qui circulent. Donc il y a une réflexion entre le dialogue entre le local, je dirais, et le républicain, pour le dire comme ça, qui devrait bouger dans plein d'endroits. Ça serait positif s'il bougeait. Voilà. Merci infiniment d'être venu. Bon retour dans votre course. Et le congrès continue. Merci à tous d'avoir été là.